แมวน้ำแมวน้ำสองตัวนั้นกำลังผสมพันธุ์กันแมวน้ำ C'est aussi la femelle dominante, elle est âgée de 35 ans. Et donc si elle n'a pas le premier morceau du repas, elle est capable de se vexer, d'aller essayer de récupérer près de ses congénères. Donc pour éviter les conflits, on va toujours penser à lui donner le premier morceau du repas. On va essayer de la garder dans la coin sur la droite. Donc Titmec est donc âgée de 35 ans, elle mesure environ 1m80, près de 140 kg. Il faut savoir qu'elle a sa taille maximale, elle pourrait juste peser un petit peu plus lourd si jamais elle attendait un petit. Donc voilà pour la première femelle adulte, c'est donc Titmec. Ensuite, on a une autre femelle adulte qui est là-bas avec le mâle, qui s'appelle Sylvestrine. Alors la femelle, c'est celle qui est la plus petite des deux. Donc elle s'appelle Sylvestrine. Sylvestrine est une femelle qui est âgée de 25 ans. Et au niveau du comportement, Sylvestrine est dominée dans le bassin, c'est la plus timide. Donc si jamais on lui donne mal un morceau et que notre animal est à côté qui décide de venir prendre son poste, elle va se laisser chipper son maquereau sans jamais chercher le conflit. Et donc si on ne fait pas attention, elle n'aura pas sa ration complète. C'est pour ça qu'il faut penser à lui donner les morceaux juste devant la gueule et loin des autres animaux. Alors, normalement, quand elle vient, elle vient manger toujours sur la plage à côté de moi. Et là, il n'y a aucun phoque qui va lui prendre ses poissons. Et alors, c'est quoi ça? Donc le problème, c'est qu'en ce moment, on est en pleine période de reproduction. Donc le mâle est en train d'essayer de la courtiser. Donc c'est pour ça que je pense qu'elle ne va pas venir manger. Donc voilà pour les femelles adultes. Ensuite, donc, on a un mâle adulte qui est là-bas, qui s'appelle Charlie. Donc Charlie, c'est un mâle qui lui est âgé de 20 ans. Et au niveau de sa taille et de son poids, il mesure déjà plus de 2 mètres pour 240 kg. Il faut savoir qu'il est à son poids maximal, enfin, il est presque à son poids maximal. Il pourrait peser un petit peu plus lourd si jamais il était dans le milieu naturel à l'approche de l'hiver, lorsque les phoques vont faire des réserves. À ce moment-là, les mâles peuvent avoisiner les 300 kg. En fait, ici, Charlie, pour passer l'hiver, il n'a pas vraiment besoin de faire de réserve. Il a qu'à venir 2 fois par jour juste devant moi, ouvrir la gueule, et il a tout le poisson dont il a besoin. Donc on estime que son poids maximal dans le bassin, ça sera aux alentours de 250 à 270 kg. Donc ça, c'est la première des différences qu'il y a entre les mâles et les femelles. Une autre différence aussi, c'est au niveau du pelage. Les mâles ont un pelage qui est plus foncé que les femelles, plus dans le noir et le marron, alors que les femelles sont plus dans le beige et le gris, avec aussi beaucoup de taches chez les femelles et un petit peu moins chez les mâles. Et la troisième différence entre les mâles, c'est au niveau de la tête des mâles. Alors les mâles sur le haut du museau ont une petite bosse que n'ont pas les femelles, qui permet en fait au mâle d'avoir une protection, qui lui sert lors des combats avec les autres mâles. Parce qu'il faut savoir qu'en fait les phoques vivent en reine, c'est-à-dire un mâle avec son groupe de femelles. Et donc les mâles se disputent régulièrement la suprématie. Donc ils vont se battre, se mordre, se griffer autour du museau, autour du cou. Donc le fait d'avoir cette petite bosse, ça leur offre donc une protection contre les morsures lors des combats pour la dominance sur ces arènes. Donc voilà pour les animaux adultes. Ensuite, on a un dernier phoque qui n'est pas encore adulte, c'est celle qui est là-bas, qui va sur sa cible. Voilà, elle s'appelle Issa. Donc Issa, c'est une femelle qui, elle, est âgée de 5 ans, qu'on a récupérée donc il y a 7 ans, qui est venue s'échouer sur nos côtes. Elle est arrivée avec beaucoup de blessures, donc on a été obligé de la soigner pendant une durée qui a été assez longue. Et comme on l'a soignée pendant assez longtemps, en fait, elle s'est complètement désensibilisée. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus du tout peur de nous, même tendance à venir vers nous, alors que les autres animaux qu'on avait dans notre centre de soins
eux continuaient à nous craindre et à nous fuir. Donc c'est pour ça qu'on a été obligé de la garder, parce que si jamais on l'avait relâchée, elle aurait pu avoir tendance à aller vers les hommes au lieu de les fuir dans le milieu naturel. Et ça aurait pu être une espace pour survie. Donc c'est pour ça qu'elle est restée avec nous ici, à l'aquarium de Biarritz. Donc voilà pour les présentations. Donc tous les phoques qu'on a ici sont donc des animaux qu'on a retrouvés échoués, que l'on a soignés, mais que l'on n'a pas pu relâcher. Donc je vais vous expliquer pourquoi ces animaux viennent s'échouer sur nos côtes, ce qu'on fait ensuite lorsqu'on chie. Maintenant, on va avoir plusieurs scénarios en condition qu'il est petit. Donc le premier scénario, c'est le plus favorable pour les jeunes phoques, c'est le cas où ils vont pouvoir retourner à l'eau, ils vont réussir à attraper les poissons vivants, tout va bien se passer pour eux, ils vont ensuite pouvoir intégrer une troupe d'adultes. Le deuxième scénario, c'est le plus tragique, c'est le cas où les petits ne vont pas réussir du tout à s'alimenter et donc ils vont se tuer jusqu'à la mort. Et le troisième cas de figure, c'est le cas de nos animaux, c'est ce qu'on appelle en fait des phoques opportunistes. Ce sont donc des petits qui ne vont pas réussir à attraper le poisson vivant, mais qui eux vont quand même trouver une petite source de nourriture. Donc c'est souvent des poissons morts ou malades, ou des oiseaux mazoudés. Alors bien sûr, ce mode de nutrition ne va pas leur convenir tant au niveau de la qualité de la nourriture. Donc les petits vont s'affaiblir, ils vont avoir de plus en plus de mal à lutter contre les courants, et donc ils vont venir s'échouer sur nos côtes. Alors à ce moment-là, quand on nous signale des animaux échoués, dans un premier temps, on va d'abord aller les observer, parce qu'il faut savoir qu'en fait les phoques, aussi bien les petits que les adultes, pour se reposer, ont besoin de venir sur la terre ferme. Donc si on nous signale un animal qui n'est pas trop maigre et qui n'a pas de blessure, c'est un animal qui a juste besoin de repos. Donc ce qu'on fait nous dans ce cas-là, c'est qu'on va lui faire un périmètre de sécurité autour de lui sur la plage pour qu'il puisse se reposer tranquillement, sans être dérangé ni par les passants, ni par les animaux comme les chiens qui peuvent aller essayer de le mordre. Et donc une fois qu'il sera bien posé, il faut qu'on va repartir de lui pour aller s'alimenter, et ça va très bien se passer ensuite pour lui. Dans le cas contraire, si le petit est très faible ou qu'il a des blessures, dans ce cas-là, en fait, on va aller le chercher pour le ramener dans notre centre de soins. Donc, une fois on se déplace, c'est les pompiers qui vont aller directement ici. Ensuite, donc, on va le soigner et le réengraisser parce qu'il arrive très affaibli ou malade. Et une fois qu'on revient en bonne santé, on va lui faire subir une batterie de tests pour savoir s'il est apte à retourner dans le milieu naturel. Et donc, Titounette, Issa, Sylvestrine et Charlie n'ont pas partie de cette batterie de tests, et c'est donc pour ça qu'on les a gardés avec nous ici à l'aquarium de Biarritz. Donc voilà pour les présentations. Alors, les animaux qu'on a ici, donc des phoques et non pas des otaries. Alors, je vais vous expliquer les trois principales différences qu'il y a entre les deux espèces. Alors, on va laisser faire sortir Issa de l'eau. Et regardez bien comment elle se déplace sur la plage. Issa sur la plage, elle est obligée de se déplacer en rampant, c'est-à-dire qu'elle a toujours le ventre en contact avec le sol, parce qu'en fait, les phoques ne peuvent pas se mettre en appui sur leurs quatre pattes, ils ne peuvent pas décoller leur abdomen du sol, donc ils sont obligés de se déplacer en rampant. Ça, c'est différent chez les otaries, parce que les otaries, elles, sont capables de se mettre en appui sur leurs quatre pattes, elles vont donc décoller leur abdomen du sol, et elles vont se déplacer en galopant et non pas en rampant comme le font les phoques. Une autre différence ensuite, c'est au niveau de la tête des animaux, qui est assez différente entre celle des phoques et des otaries. Alors déjà, les phoques ont une tête qui est un petit peu plus ronde que celle des otaries, et ensuite, au niveau des oreilles, alors, on va mettre la voix, allez, ça des oreilles. Alors au niveau des oreilles, juste là, derrière les yeux, en fait les phoques n'ont pas de pavillon externe, ils ont juste de petits trous auditifs. Alors on les voit mieux chez les mâles, mais bon Charlie, c'est un petit peu, je ne vais pas vous les montrer. Le Charlie. Donc je disais, en fait les phoques n'ont pas de pavillon externe, ils ont plus des petits trous auditifs, alors que les otaries, elles, ont de véritables oreilles avec pavillon externe. D'ailleurs un pavillon externe qui peut mesurer de 3 à 4 cm. Ça ressemble un petit peu à des oreilles de chat. Et en fait, le nom de l'otarie vient du grec otario qui signifie petite oreille. Une autre différence ensuite, c'est au niveau du comportement, qui est assez différent entre celui des phoques et des otaries. Donc les phoques sont un petit peu moins joueurs, donc on a du mal à en prendre de véritables tours, mais on essaie quand même de travailler avec eux des exercices qu'on appelle des exercices de désensibilisation, qui ont pour but de mettre en confiance les animaux, pour qu'on puisse les manipuler sans les stresser, et donc sans danger aussi bien pour eux que pour nous. Donc le premier de ces exercices, c'est le toucher cible. Allez, ça. Donc le toucher cible, on va présenter une cible à l'animal, il va venir en contact avec la cible, et c'est le seul moment en fait où on fait un lien avec l'animal, où on peut vraiment le toucher, on peut vérifier l'état des griffes, des dents, si jamais l'animal est là-bas, on va y envoyer la deuxième cible de l'autre côté du bassin. Là, elle va aller jusqu'à la cible et elle va nous la ramener. Comme c'est l'exercice, on la laisse la ramener, mais si vraiment on veut la fixer de l'autre côté du bassin, on triche un petit peu, c'est qu'au moment où on envoie la cible, on en profite donc pour attacher cette cible au bord du bac,
Comme ça, elle ne peut pas la ramener. Elle nous laisse tranquille pendant qu'on travaille avec les autres, jusqu'à ce qu'on lui donne un signal et bien sûr sa récompense. Alors ensuite, on a un dernier exercice qu'on travaille avec Issa. Alors c'est même plus un jeu vraiment qu'un exercice. C'est qu'elle aime bien sauter. Donc on va attendre qu'elle ait fini son morceau, essayer de la faire sauter une ou deux fois. Allez Issa. Allez là-bas. Allez Issa. Alors je vais lui mettre pas très haut pour le premier saut. Elle a l'air bien motivée. Voilà. Alors il faut savoir que quand elle est très motivée, quand elle a un petit peu plus fin que maintenant, elle est capable de sortir intégralement hors de l'eau. Quand on l'a fait sauter plusieurs fois, elle a même plus les pattes arrière qui touchent la surface. On va essayer de lui mettre plus haut au deuxième coup. Allez, ça.